Mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente, je suis Nicolas Lexa. Je fais partie des gens qui vont animer euh, cette web conférence dédiée à la RGPD. Marina, qui doit être non loin de moi. Si tu veux te présenter, Marina? Oui, donc je vais co-animer cette conférence avec Nicolas et on va se présenter un tout petit peu plus tard dans la présentation de ce PowerPoint. Voilà, alors quelques rappels, hein, surtout si vous avez quelques difficultés que ce soit, je vous invite à poser les questions via le chat. Jean-Baptiste, qui est notre support technique sur le sujet, tâchera d'amener son expertise pour régler les problèmes. Quelques règles de vie avant de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet. On vous l'a déjà spécifié, mais s'il vous plaît, n'hésitez pas à couper vos micros, surtout pour les gens qui n'ont pas pris l'option Internet. Ça évite les désagréments et d'éviter les discussions entre vous. Utilisez le chat pour poser les questions, hein, s'il vous plaît. Et si vous avez la possibilité de les noter sur un petit morceau de papier et puis de nous en faire part à la fin, on a un temps dédié, bien évidemment, aux différentes questions. Et bien évidemment, respecter la bienveillance de chacun. Sur ce, ah oui, oui, règle en cas de déconnexion, hein, vous avez tout simplement la possibilité de retourner sur le bandeau qui vous a permis d'accéder à la webconf et de relancer tout simplement en cliquant sur la webconférence RGPD, ce qui relancera l'animation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, et pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore C2I, sachez qu'on apporte notre expertise et notre savoir-faire sur des sujets qui ont lieu au rayonnement ionisant, tant en matière de radioprotection que physique médicale, soit sur des aspects purement techniques et de conformité réglementaire, mais également sur de la formation. Et puis, vous pourrez découvrir d'ailleurs sur notre site également divers outils connexes, avec notamment des traitements sur des logiciels métiers comme XView, dont on est particulièrement fier, mais également d'autres sujets en lien avec vos activités d'imagerie médicale. Euh, voilà le temps donc de nous présenter pour rentrer un peu plus dans le détail. Donc moi je suis Nicolas Alexa, je suis consultant en radioprotection chez C2I en tant qu'animateur de cette webconférence, je traiterai particulièrement du règlement sur les données personnelles. Et moi donc, Marina, je suis une ancienne manipulatrice, anciennement cadre de santé, j'ai été chef de projet et je dispose d'un DU de responsable assurance qualité. Marina? Ah, je crois qu'on a un souci, Marina, il faut que tu... Oui, non, mais c'est Pardon. parce que c'est comme, enfin, du fait que Jean-Baptiste coupe tous les micros, il coupe le mien en même temps. Voilà. Donc effectivement, ancienne manipulatrice, ancienne cadre, j'ai un DU de responsable assurance qualité. J'ai rejoint récemment C2I Santé pour vraiment accompagner tout type de structure dans leur mise en conformité et les performances d'activité. Et là, je vais intervenir essentiellement sur les données de santé à caractère personnel et leur traitement. Voilà, si tout le monde est prêt, si personne n'a de soucis, on va pouvoir débuter. Nous vous proposons le fil que l'on va dérouler. On fera évidemment une contextualisation réglementaire. Et on verra quels sont les changements que cela va pouvoir, ce qui va impacter vos activités, vos manières de gérer le recueil des données. Euh, on se permettra de vous proposer quelques-unes de nos solutions et un petit résumé des choses à retenir. Et comme je le précisais tout à l'heure, nous aurons un temps dédié aux questions et aux différentes interrogations sur le sujet. Donc, la partie 1 va donc concerner la réglementation, pardon.
Qu'est-ce que le RGPD? Donc c'est le règlement général, hein, pour la protection des données et il consiste, tout simplement à poser un socle législatif, en Europe pour la protection des données personnelles. Les références réglementaires, vous pouvez les retrouver bien évidemment, sur, le règlement, de l'Union européenne, en lui-même. Le site de la CNIL propose également beaucoup d'informations, de choses assez pragmatiques, donc je vous invite à aller faire un site sur le site de la CNIL. Et des travaux conjoints entre la CNIL et l'ASIP qui se sont penchés donc sur l'applicabilité de ce règlement vis-à-vis des structures d'imagerie médicale. Quels vont être les changements que le règlement va induire pour vous? Premier changement, et ce, entré en vigueur depuis le 25 mai 2018, donc c'est relativement récent. Tout simplement, ça va être d'être conforme à ce fameux règlement général pour la protection des données. Être conforme, c'est une chose, mais vous aurez aussi l'obligation de devoir prouver cet état de conformité, notamment à l'autorité qui pour nous est la CNIL. Plus en détail, qu'est-ce que cela va induire, notamment dans le traitement des données? Alors, à titre indicatif, hein, et sans être exhaustif, une donnée personnelle, qu'est-ce que c'est? C'est dès l'instant que vous allez collecter ou traiter un nom, un prénom, quelque chose qui va permettre d'identifier physiquement une personne, ce sera considéré comme de la donnée personnelle. On vous le précisait en introduction, je vais traiter le traitement de ces données-là, c'est Marina qui donnera le traitement des données personnelles, des données de santé à caractère personnel. Pourquoi est-ce que l'on a choisi d'insister sur ces différents points? Puisque c'est parce que vous, en tant que structure qui employez du personnel, vous collectez les données de vos salariés et ces données sont des données personnelles. Et donc, à titre interne, j'aurais envie de dire, vous êtes concerné par l'applicabilité de ce règlement. Donc globalement, quelle que soit la taille de votre structure, hein, quel que soit le nombre de salariés ou non, dès l'instant que vous traiterez des données personnelles, vous serez concerné. Donc globalement, ça va nous englober tous dans la machine. Euh, à titre indicatif, vous restez le responsable du traitement des données, même si vous faites sous-traiter la collecte et le traitement de ces données. C'est vous qui en restez le responsable. Donc je vous invite pour vos structures qui êtes sur ce schéma-là, à jeter un petit coup d'œil aux éventuels contrats que vous avez en cours avec diverses structures. Vos obligations donc vont concerner la licéité du traitement, donc c'est-à-dire utiliser les données à des fins légales évidemment et licites, et cela va se faire notamment avec le consentement de la personne concernée. J'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Euh, vous ne collecterez que des données qui ont une finalité spécifique. Et vous aurez l'obligation d'indiquer aux personnes concernées la finalité des informations que vous avez traitées. Et en tant que collecteur de données et donc créateur de bases de données, vous aurez la nécessité de vous assurer que votre base est mise à jour et que les données sont exactes. Et enfin, l'obligation également de sécuriser l'ensemble de ces informations. Et c'est peut-être là notamment où il y aura des points contractuels à faire, notamment vis-à-vis des gens chez qui vous pouvez héberger ces données-là. Voilà pour les grandes lignes. Ce que va vous demander le règlement, c'est de mettre en œuvre une structuration. La première d'entre elles, à notre sens, va être par la nomination, la détermination d'un délégué à la protection des données, le DPD, ou vous retrouverez plutôt dans les textes européens le DPO, Data Protection Officer.
Alors, ce DPO, il est obligatoire si vous êtes un établissement public. Si vous êtes un établissement, quelle que soit sa forme, dès l'instant que le traitement des données est votre activité de base, vous êtes obligé de nommer un DPO et vous êtes obligé de nommer ce DPO si vous traitez des données sensibles et des données personnelles à grande échelle. Pour toutes les autres situations, il est fortement conseillé d'identifier en interne une personne qui va pouvoir être le relais de la mise en œuvre de ce règlement. Petite spécificité, pour les structures mixtes, pour les groupements et autres, le DPO peut être mutualisé et le règlement nous laisse la possibilité de faire appel à des structures externes sur le sujet. Ça, c'est le premier point. Deuxième point dans la structuration vis-à-vis de la conformité, c'est la cartographie qui consiste ni plus ni moins à la mise en œuvre d'un registre. Alors ce registre, à quoi va-t-il servir? Il va tout simplement servir à lister les différentes données que vous traitez ou que vous collectez, quelles en sont les modalités de traitement, les modalités de collecte, quelles sont les modalités d'échange et globalement tout ce que vous allez faire avec les données collectées. Petite spécificité, ce registre n'est obligatoire qu'à partir de 250 salariés dans votre structure. Sauf si, encore une fois, le traitement des données est votre activité principale, sauf si le fait de dévoiler des données va induire une menace pour les personnes concernées, ou si ces données sont simplement des données sensibles, auquel cas vous n'aurez pas d'autre possibilité que de mettre en place ce registre, vous ne pourrez pas déroger à cette obligation. Encore un peu de boulot donc pour la conformité au règlement, c'est la mise en place de processus. Ces processus vont vous permettre notamment d'identifier les modes de traitement et notamment de sécurisation de l'information. Ces processus également à mettre en œuvre vont permettre d'identifier les éventuelles violations possibles et de mettre en place des moyens, enfin de prévoir en fait des actions correctives sur le sujet. Et enfin, mettre en œuvre des traitements des réclamations, puisqu'on le verra un tout petit peu après, les personnes concernées auront la possibilité d'émettre des réclamations. Enfin, un sujet important, j'ai pas tout mis dans le slide parce que ça aurait été un peu compliqué, donc je vais vous énoncer les différentes choses à l'oral. C'est la communication que vous devez aux personnes concernées par la collecte et le traitement de ces données-là. Vous retrouverez bien évidemment les modalités des traitements comme je l'évoquais un peu plus haut et les utilisations que vous faites des informations que vous recueillez. Vous aurez l'obligation de recueillir le consentement des personnes. Alors je vous invite à jeter un œil dans le règlement où le consentement doit apparaître nettement et c'est pas les petites lignes tout en bas d'un contrat hein, comme ça pourrait être le cas. Également préciser aux personnes concernées quelles sont les modalités de réclamation. Et pour ce faire, vous aurez besoin de communiquer aux personnes concernées l'identité et les coordonnées du responsable du traitement, la durée de conservation, le droit de s'opposer au traitement que vous faites des données, et etc., etc., etc. La liste exhaustive, encore une fois, je ne vais pas la dérouler ici. Vous avez les principales obligations qui vont vous concerner. Enfin, et pour en finir avec le traitement des données personnelles, sachez qu'en cas de problème, le règlement prévoit que le responsable du traitement informe là où les personnes qui ont été concernées, c'est le cas en cas de violation, en cas de piratage, de fuite de l'information, mais également de déclarer l'incident à l'autorité qu'est la CNIL. Donc voilà pour les données à caractère personnel. Je vais laisser présenter Marina sur mettre en œuvre les spécificités qui vont concerner les données de santé à caractère personnel. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, je vais essayer d'être assez comment dire, explicite et rapide pour garder le timing.
pour commencer à répondre aussi à la question de Monsieur Udry. Donc, tout ce qui concerne les données sensibles, en fait, c'est tout ce qui concerne les idéologies, à savoir les intérêts, les opinions et les religions d'une personne, et essentiellement en ce qui nous concerne, le dossier médical. Donc, la définition des données de santé à caractère personnel, le RGPD instaure vraiment pour la première fois une définition exacte de ce qu'il considère comme étant des données de santé à caractère personnel. Donc, les données à caractère personnel sont relatives à la santé physique ou mentale d'une personne physique, y compris la prestation de services de soins de santé qui révèlent des informations sur l'état de santé de cette personne. Alors, on va essayer d'aller un peu plus loin dans le descriptif. Donc, en fait, les caractéristiques de ces données de santé à caractère personnel. Donc, pour bien repréciser, elles sont considérées comme des données sensibles. Données sensibles, c'est-à-dire qu'en fait, elles peuvent avoir une atteinte sur les libertés et les droits fondamentaux des personnes. Comment est-ce qu'on peut vraiment caractériser une donnée de santé à caractère personnel? Donc, pour cela, il convient vraiment de s'intéresser à la nature de la donnée et à l'usage et à la finalité de cette donnée. Donc, les questions que vous pouvez vous poser sont du type, sont-elles relatives à la santé d'une personne identifiée ou identifiable? Vous pouvez retrouver l'identité d'un patient sur des images numérisées, des comptes rendus radiologiques, des taux de créate, des maladies, des antécédents médicaux. Il faut savoir aussi que quand vous pouvez recroiser différentes informations telles que l'âge, le sexe, le poids, le nombre de pages journaliers d'une personne, toutes ces informations avec des algorithmes peuvent être considérées comme des données de santé. Genre de type d'informations qu'on peut retrouver sur des applications sportives par exemple. Alors maintenant, l'usage et la finalité, effectivement, lorsque vous utilisez une application pour faire du sport, l'usage n'est pas, enfin la finalité n'est pas d'utiliser ces informations-là à des fins médicales. Donc, le traitement des données de santé à caractère personnel. Alors, il faut vraiment garder à l'esprit que c'est réellement interdit d'utiliser à des fins commerciales ou autres toutes ces données de santé à caractère personnel. Donc, en principe, vous devez recueillir le consentement du patient, sauf pour tout ce qui concerne les appréciations médicales telles qu'elles sont décrites ici, la gestion du système et des services de santé et de protection sociale, ou la préservation de l'intérêt public dans le domaine de la santé publique. Alors, quel changement pour vous réellement aujourd'hui? Alors, Nicolas a bien insisté dessus tout à l'heure, à savoir qu'il y a une obligation pour les établissements publics, mais pas forcément pour les établissements privés. Donc, j'ai fait un petit distinguo entre les trois natures qu'on peut retrouver d'établissements de santé pour les services d'imagerie médicale. Donc, Marina, je me permets juste de te couper, juste pour rappeler aux gens de bien couper leur micro, notamment du téléphone, parce qu'on a un écho en fait. Donc il y a un téléphone qui se répète. Donc voilà, juste coupez bien vos téléphones et vos micros. Je te dérange plus. merci Jean-Baptiste. Donc, pour la différence essentiellement concerne la désignation d'un DPO ou DPD. Donc, anciennement, ce qu'on appelait le correspondant informatique et liberté. Donc, dans un cabinet, elle est plus ou moins obligatoire. On s'est vraiment penché sur les textes avec Nicolas parce que par défaut, on était tenté de dire qu'il était obligatoire. Mais si vous n'avez qu'un seul médecin, il semblerait qu'il y ait la possibilité de ne pas être dans l'obligation d'en avoir un. Donc, tout dépend de la volumétrie et des données de santé et de ce que vous en faites. Donc, qui peut être DPO ou DPD? Soit vous avez les compétences en interne, soit vous pouvez externaliser cette compétence. En ce qui concerne les cliniques, les groupes, le DPO ou DPD est donc obligatoire, donc, du fait de la volumétrie et des données de santé qui sont utilisées, mais il peut y avoir la mutualisation possible entre différents établissements d'un même groupe. Concernant les établissements parties ou support d'un GHT, donc établissement public donc obligatoire, il doit y avoir nomination et identification d'un DPO au sein du GHT avec des références sur les sites. Sachant que le DPO n'est pas forcément ne travaille pas forcément dans l'établissement support d'un GHT, mais peut faire partie des établissements parties.
Concernant l'information, alors elle est vraiment obligatoire pour toutes les structures. L'information au patient doit se faire par oral, par affichage, sur les comptes rendus radiologiques. Par contre, concernant l'information personnelle et le recueil du consentement éclairé, il faut savoir que ce n'est obligatoire que dans le cadre de la recherche scientifique. Interne. Alors, je suis désolée pour l'écho si certaines personnes l'entendent. On entend l'écho, j'essaie de contacter les personnes pour qu'elles désactivent le micro. Merci Jean-Baptiste. Concernant la documentation interne, donc elle concerne de la même manière ce qu'a expliqué Nicolas tout à l'heure, la tenue d'un registre, une analyse d'impact essentiellement donc pour tout ce qui est données sensibles et la réalisation d'audits. Ça concerne vraiment la traçabilité que la CNIL peut venir vérifier chez vous. Alors, aujourd'hui, j'ai essayé d'utiliser un peu le réseau pour voir ce qu'il en était et le niveau d'avancement de la mise en conformité par rapport au RGPD. Alors, au niveau des cabinets, les gens sont sensibilisés, mais ils n'ont pas forcément avancé sur le sujet. D'une manière générale, hein, si vous avez déjà avancé, c'est très bien. Pour ce qui concerne les cliniques et les groupes, alors généralement, ils ont des responsables informatiques qui sont très sensibilisés à ce traitement des données de santé depuis un petit moment. Globalement, il y a une bonne avancée sur la sécurisation au niveau des nœuds d'interaction. Alors, les nœuds d'interaction, c'est le moment où il y a communication d'informations sur une structure autre. Ou avec des intervenants autres, donc des intervenants extérieurs, donc les personnes qui peuvent venir intervenir sur vos modalités et qui pourraient avoir accès, par exemple, à l'identité de vos patients, et les PACS. Là, ce ne sont que de simples exemples. Pour les établissements partis ou support d'un GHT, la plupart des établissements que j'ai contactés n'en sont qu'au stade de nomination, identification du DPO au sein du GHT et de la nomination des référents sur les sites. Donc la réponse de C2I Santé. Alors aujourd'hui, on est vraiment en mesure de pouvoir vous accompagner le niveau d'identification et de sécurisation de votre pratique. Alors, essentiellement en réalisant avec vous, vraiment, parce que chaque structure a son propre fonctionnement, donc une cartographie des risques. Donc dans un premier temps, cartographier les processus et les flux, voir quels sont les co-utilisateurs. Donc identifier les lieux de stockage des données parce que généralement tout le monde pense base de données, RIS et autres, alors qu'en fait parfois il peut y avoir aussi des informations dans des tableaux Excel et la CNIL est vigilante sur ces fichiers cachés. On peut vous accompagner sur le questionnement sur la pertinence de ces données, à savoir est-ce que toutes les données que vous recueillez sont pertinentes et est-ce que vous avez vraiment besoin de les archiver, et le recueil du consentement éclairé du patient. Et identifier avec vous les flux avec les sous-traitants, les co-utilisateurs de modalités et les prestataires, donc comme j'expliquais, pour vraiment sécuriser tous ces nœuds d'interaction. Donc, la CNIL demande à ce qu'il y ait une priorisation des actions, donc en fonction des différents processus qui auront été identifiés au préalable, on peut ensemble calculer le risque de survenue d'un incident, à savoir, donc j'ai mis risque égale fréquence que multiplie gravité sur la maîtrise que l'on peut avoir le risque. Donc ça fait vraiment partie de la cartographie des risques. Concernant les risques qui auront été identifiés, on peut avoir avec vous une analyse plus poussée sur l'analyse d'impact qui est aussi demandée par la CNIL. Essentiellement quand il y a un fort risque d'atteinte à la vie privée. Et un accompagnement ensuite sur le plan d'action qui peut être mis en place, enfin le ou les plans d'action qui peuvent être mis en place. Donc, identifier avec vous les marges de progression, de sécurisation des pratiques et mettre en place un plan d'action et le suivre. L'autre possibilité qu'on peut vous proposer, c'est de vous mettre à disposition un DPD de la même manière que l'on peut vous mettre à disposition un PCR. Alors, ce qu'il faut retenir, aujourd'hui, je laisserai ensuite Nicolas parler des différentes sanctions. Aujourd'hui, il faut vraiment pour vous rapprocher d'un DPO pour toute question qui pourrait rester en suspens à votre niveau. Ne pas hésiter à faire appel à un avocat parce que la CNIL, et Nicolas va en parler, la CNIL est vraiment très frileuse. À l'affût.
À l'affût, oui, à l'affût de toutes les erreurs potentielles. Ne pas hésiter à vous faire accompagner et faire marcher votre réseau professionnel pour savoir ce que font les autres structures. Et il faut savoir que pour tout ce qui concerne la mise en conformité des médecins, la CNIL et le Conseil national de l'ordre des médecins sont en train de s'associer, enfin, ont déjà commencé à s'associer pour élaborer un guide des pratiques qui, par contre, ne sera disponible que fin juin 2018. Je vous conseillerais en plus de regarder vraiment aussi vos contrats de maintenance. Parce que dans les contrats de maintenance doit être stipulé que les intervenants extérieurs sont garants de la comment dire de la confidentialité et qu'ils doivent effacer toutes les données qui sont en leur possession. Voilà, je passe la main à Nicolas. Merci Marina. Pour conclure, et sans vouloir vous faire peur particulièrement, un point quand même sur les sanctions, ça nous a semblé important de le faire. On a tous été sollicités, vu des fenêtres pop-up s'afficher quand on allumait notre ordinateur ou qu'on allait sur n'importe quelle application de réseau social. C'est pas des vues de l'esprit. On est tous sollicités de toutes parts, mais la CNIL reste vigilante. Quoi qu'il en soit, le règlement a une liste de sanctions au-delà de la dégradation de l'image, puisque les rapports de la CNIL sont rendus publics. Au-delà de la dégradation d'image, on peut aller du simple rappel à l'ordre jusqu'à une amende qui plafonnera à 20 millions d'euros ou 4% de votre chiffre d'affaires mondial, la plus forte des valeurs étant retenue évidemment. Mais on peut tout simplement, on peut également vous interdire ou suspendre le traitement des données, ce qui, j'imagine, pour beaucoup d'entre nous, est synonyme pur et simple de l'arrêt de l'activité. À titre indicatif et comme on le spécifiait à l'instant, la CNIL reste vigilante. Vous avez ici un exemple et si nécessité de vous en faire d'autres, je vous invite à aller visiter le site de la CNIL qui, lors d'un audit du site internet d'un professionnel d'ophtalmologie a pu, en manipulant assez simplement l'URL, revenir à des données de santé, notamment la correction ophtalmo des personnes, et ce qui est donc considéré comme étant une donnée sensible. Ce que l'histoire nous raconte, c'est qu'au final, la société ayant reconnu en fait la problématique sur son site internet, a dû s'acquitter d'une amende de 250 000 euros. Et c'est d'autant plus dommageable pour cette structure que elle avait déjà par le passé, et c'était en 2015, été condamnée à une amende de 50 000 euros pour un défaut de sécurisation du traitement de ces données. Donc la CNIL, encore une fois, veille sur le sujet. Je sais que vous avez sans doute été beaucoup plus, vous avez été comme nous, vous vraiment sollicités sur les sujets de la RGPD et de la mise en conformité. Je vous invite à aller plus en amont dans le détail, à ne surtout pas hésiter à revenir vers les prestataires qui vous entourent et revenir particulièrement vers C2I le cas échéant. On a essayé d'apporter un éclairage global des obligations liées au règlement. Si toutefois vous avez loupé quelques informations et autres, Marina me charge, puisque c'est elle qui a déniché ce petit bijou, Marina me charge de vous dire que certaines applications peuvent vous lire le règlement, ce qui présentera un excellent moyen de fermer les yeux le soir. Merci Nicolas. Voilà, merci de votre attention. Je pense qu'il est temps de passer à différentes questions-réponses. Et avant que tout le monde ne parte, sachez que vous allez recevoir un email avec le questionnaire de satisfaction. C'est quelque chose qui est important pour nous. Ça permettra d'améliorer nos webconf par la suite. Donc s'il vous plaît, prenez 5 minutes pour y répondre. Alors du coup, il y avait deux questions pour l'instant qui ont été posées. La première, c'était concernant les données de santé des animaux, donc tout ce qui est vétérinaire. Est-ce qu'elles sont sensibles ou pas?
Je serais tentée de dire non, mais on n'a rien vu dans les textes. Tu confirmes, Nicolas? Je confirme, moi j'ai rien vu de telle sorte, de la même manière que les données qui concernent une personne morale n'entrent pas dans le cadre du règlement. Donc les données les données de santé des animaux ne doivent pas rentrer là-dedans, sauf si associé à ces données de santé, ben il y a les données des Du maître. maîtres de l'animal, évidemment. Bon, je pense que ça répond à la question. N'hésitez pas à revenir vers nous, hein, si ça répond pas. Et la deuxième, c'était celle de Magali Louis-Fer. Demande si le DPO ne doit-il pas être une personne indépendante de la direction? Non, c'est pas spécifié comme ça dans le règlement. Le règlement prévoit que la personne, de par ses compétences et notamment ses compétences en matière judiciaire, puisse apporter en fait les lumières sur la mise en œuvre de ce règlement. C'est vraiment une personne support dans une entreprise, le DPO. Qui doit disposer d'une formation, de moyens conséquents aussi. Et il doit avoir la capacité d'agir en toute indépendance. Alors, du coup, les questions commencent à fluer, c'est très bien. Est-ce que pour le patient, un affichage en salle d'attente ou sur un site internet peut-il suffire? Alors, site internet, il faut s'assurer que il a internet et aujourd'hui tout le monde n'a pas encore internet. Donc je serais tentée de dire non. Par contre, affichage en salle d'attente, je sais que c'est la solution qui est le plus souvent choisie aujourd'hui. Reste la problématique du recueil de la personne. Consentement éventuel du recueil du consentement éclairé. Alors, par rapport justement au recueil du consentement éclairé, alors la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez été informé ou pas, le G4 s'est réuni par rapport à la mise en place d'un écosystème français de l'intelligence artificielle dédié à l'imagerie médicale. Alors, leur objectif, c'est vraiment de créer un big data potentiel de plus de 500 millions de dossiers médicaux et libellés grâce à l'exhaustivité des comptes rendus radiologiques archivés par le médecin radiologue des services d'imagerie médicale français depuis 5 ans. Leur objectif, c'est de dire que cet outil permettra une nouvelle technologie porteuse de progrès médicaux au service des patients. Là, on rentre vraiment dans le cadre de la recherche médicale et pour tous ces dossiers-là, le patient doit avoir donné son consentement express. Alors, lors de cette réunion, je trouve, enfin voilà, j'ai mon avis sur la question, mais il faut savoir que les avocats ont commencé à tirer la sonnette d'alarme sur le fait que le principe est bon à la base de créer ce système de big data, mais quid de la mise en conformité par rapport au RGPD et au recueil du consentement éclairé du patient dans je le rappelle, le cadre de la recherche médicale. Pour les patients à venir, ça peut être réalisable. Maintenant, quid des patients qui ont déjà leurs examens sur des PACS ou autres bases de données? C'est une sacrée réponse. Oui, non, mais ça date de la semaine dernière, hein, ce communiqué du G4, donc qui est le Non, mais Conseil professionnel de radiologie. je pense que ça peut aussi soulever d'autres questions. Concernant le DPO, qui peut être désigné DPO? Alors, je ne sais pas si c'est en termes de rôle ou en termes de formation. Est-ce qu'il y a des formations? Est-ce qu'il y a des postes? Alors, je dirais la formation du DPO. Alors, jusqu'au 22 juin 2018, la CNIL consulte les parties prenantes sur 2 projets de référentiel parce qu'en fait, de la même manière que le PCR doit être formé par un organisme agréé, le DPO devrait être formé par un organisme agréé. Voilà. Ça, Donc, c'est une chose. Et du coup, tout le monde, à partir du moment où il est formé dans la structure, peut être DPO? il faut avoir le temps disponible, il faut avoir les moyens, comme je le disais tout à Ouais. l'heure. Et voilà. Voilà. Comme le disait Marina, sous réserve de respecter les Voilà. conditions sur lesquelles j'avais commis une erreur, à savoir l'indépendance et puis le temps et les moyens nécessaires, D'accord. Mais tout le monde peut prétendre être DPO s'il a la formation. a Oui. priori. D'accord. Est-ce qu'il faut que chacun se rapproche des fournisseurs de logiciels informatiques comme les RIS, les PACS, les DAX et autres pour connaître leur protection, donc des fournisseurs? Oui, c'est même très 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 fortement conseillé pour ne pas dire obligatoire. Il y a vraiment un partage de responsabilités avec les co-utilisateurs. Et justement, dans l'identification des flux d'informations,
chaque structure doit s'assurer que les fournisseurs respectent aussi de leur côté la conformité au RGPD. Alors, j'ai contacté une structure libérale, hein, une grosse clinique, qui m'a dit que depuis la mise en place du RGPD, dès qu'un intervenant vient sur les modalités scanner ou IRM, ils font signer à l'intervenant un papier justifiant du respect de la confidentialité et de l'effacement des données. Et une trace. D'accord. Et du coup, concernant les NRD, est-ce que tout ce qui est relevé, donc des niveaux de référence diagnostique, doivent-ils être déclarés à la CNIL? Bonne question. Bah, il n'y a pas d'identification de la personne après avec un NRD. C'est juste la Oui, date à partir du moment où on ne peut pas retrouver l'identité de la personne, ce n'est pas considéré comme une donnée sensible. En fait, la donnée sensible, c'est l'information conjointe d'une information concernant l'état de santé de la personne et son identité, ou une manière de retrouver très facilement son identité. À partir du moment où les relevés de NRD sont anonymes, je dirais, Il n'y a pas il nécessité de le faire. n'y a pas Oui, nécessité. il y a juste les infos de poids et de taille dans les NRD. Après, s'il y a la date, le poids, la taille, c'est pour ça qu'il faut vraiment se rapprocher de structures vraiment compétentes pour pouvoir identifier tout ce que vous pourriez considérer comme des données sensibles. Du coup, on demande si c'était un super secret médical. Réponse oui. Alors, je sais pas si vous avez d'autres questions qui vous viennent. Vous pouvez aussi activer vos micros hein, si vous voulez les poser de vive voix, n'hésitez pas. Sinon, nous, on reste là hein, pour traiter encore les questions. Vous avez déjà tous reçu normalement le questionnaire de satisfaction, donc vous pouvez répondre par mail, hein, vraiment de 2 à 5 minutes, hein, c'est sympa pour nous. S'il n'y a rien d'autre qui vous vient. Et voilà, Nicolas a insisté dessus, mais la CNIL, je pense, par rapport à toute l'actualité récente, hein, Facebook, la CNIL va être, je pense, très très regardante et va vraiment assurer son rôle de contrôle du respect D'autorité de des contrôle, ouais. De toute façon, on reçoit tous des mails. Dès qu'on est inscrit sur un site internet, il est obligé de nous communiquer qu'il a des infos sur nous. Ouais. Je crois que tout le monde en a reçu une bonne quinzaine. Tout à fait. Eh ben, moi, je pense que ça m'a l'air d'être bien. Merci à vous deux, en tout cas. Ah, il y a une petite question qui arrive à la volée. Faut-il 2 registres? Un pour le personnel employé et un pour les patients? Alors là, j'ai des informations sur les personnels employés et pour les patients. Le registre, c'est vraiment juste un relevé de toutes les données personnelles dont vous pourriez disposer. Les flux sont différents, donc ça c'est plutôt vous dans votre structuration de votre registre et comme l'expliquait Nicolas, la CNIL met vraiment des outils pour vous aider à ça. Dans les formulaires de recueil, c'est vous qui choisissez en fonction de votre volumétrie. Il ne faut pas que ce soit non plus trop lourd à gérer. Eh ben, voilà, je pense que vous avez répondu à tout. En tout cas, personne n'est revenu pour avoir des compléments d'information. Merci à tout le monde, merci à vous, Nicolas et Marina. Et puis, comme je disais, n'hésitez pas à revenir vers nous sur le site internet S2I, il y a une page contact, ou alors par mail ou par téléphone. Merci bien et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci de votre attention et à très bientôt. Bonne fin de Merci, journée à au tout le revoir. monde. Bonne fin de journée, au revoir.